Ok, donc chapitre protocole de synthèse d'espèces chimiques organiques. Donc en chimie organique, le principal objectif quand on fait de la chimie organique, ça va être de synthétiser des nouveaux produits. Alors ça sert particulièrement en pharmacie, c'est une des plus gros industries de la chimie organique, ça va être la pharmacie. On va avoir aussi l'agroalimentaire, parce que tout ce qui est arôme, conservateur malheureusement, etc., tout ça c'est issu de la chimie organique, parce qu'on fabrique des nouvelles molécules qui n'existaient, soit qui existaient déjà dans la nature et que du coup on fabrique en laboratoire pour ne pas avoir à l'extraire d'un produit naturel, soit carrément pour inventer des nouvelles molécules qui n'existaient pas. C'est le cas par exemple en pharmacie, c'est aussi le cas dans un autre gros domaine de la chimie organique dont j'ai pas parlé, qui est toute l'industrie du pétrole et des plastiques. Les plastiques, ça n'existe pas à l'état naturel, donc c'est ce qu'on appelle des molécules artificielles. Tout ça, c'est la chimie organique, voilà. Mais quand on fabrique un arôme de banane qui est pas tout à fait vraiment goût à la banane d'ailleurs, mais qui est une vraie molécule qui existe dans la banane, pour faire des bonbons jaunes ou des yaourts ou banane pour les enfants, c'est aussi des molécules qui sont fabriquées en laboratoire, donc en chimie organique. Il y a les parfums aussi, tous les parfums des grandes marques, sauf les très grandes marques type Chanel, je crois que ce sont à peu près les seuls encore à faire des parfums avec des extraits naturels. Tous les autres, ils fabriquent leurs parfums à partir de molécules créées, enfin recréées en laboratoire pour rappeler des senteurs qui existent, mais en fait c'est créé en laboratoire et forcément le but c'est uniquement économique, ça coûte moins cher. Bien, alors nous on va surtout voir comment mettre en place les différents le protocole pour réaliser ces molécules. Sachant que les réactions vous seront données, hein. C'est pas à vous de dire ah tiens, pour créer cette molécule j'ai utilisé telle réaction, bah ça vous pouvez pas le deviner tout simplement. Nous, ce qui va nous intéresser dans ce chapitre, c'est vraiment l'aspect pratico-pratique de comment je vais faire en place pour que cette réaction qu'on me donne puisse avoir lieu en pratique. Donc la première chose qu'il faudra que vous fassiez, c'est préparer la réaction. Donc tous les calculs préparatoires, c'est-à-dire si on veut faire réagir ça et ça, quelle quantité je vais utiliser au début. Souvent on va vous demander que ce soit en proportion stoichiométrique parce que on ne veut pas avoir de pertes, des choses comme ça. Ou si on vous dit dans l'industrie on veut faire réagir tant de kilos, tant de tonnes de tel réactif, combien on va obtenir de produits, ou l'inverse, on veut obtenir tant de tonnes de produits chaque mois, combien il faut qu'on utilise de réactifs, des choses comme ça. Donc ça, ce sont tous les calculs, comme j'ai dit, basiques, c'est-à-dire que on a vu dans les classes précédentes ou dans les mois précédents. Je vous ai mis quelques exemples là, entre autres. Ça c'est plutôt nouveau, donc connaître les moyens d'accélérer une réaction. Donc pour connaître les moyens d'accélérer une réaction, il y a deux choses. Il y a soit le chauffage à reflux, qu'on va voir un tout petit peu plus en détail après, soit le catalyseur. Alors le catalyseur, bon les terminales on a vu ce que c'était. Pour les premières on le reverra plus tard. C'est en fait une molécule qu'on ajoute au système réactionnel qui accélère parce qu'il aide en gros les molécules à se rencontrer, pour faire simple. Gros enjeu par contre, c'est connaître ce qu'est un chauffage à reflux. Alors on voit que c'est... Je vous ai mis une photo du montage ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici on a un chauffe-ballon, okay, qui, comme son nom l'indique, est là pour chauffer. Et au-dessus, forcément, au-dessus du chauffe-ballon, on a le ballon. On ne confond pas le ballon avec une fiole
Quelle différence entre un ballon et une fiole? Le ballon, on voit ici qu'il a un col large et court, il n'est pas très long, ok. La fiole, elle a un col fin et très long, ok. Donc une fiole, c'est fait pour faire des dilutions, des dissolutions. Un ballon, c'est fait pour chauffer un mélange réactionnel. Et au-dessus, ici, on a ce qu'on appelle un réfrigérant. Alors le plus souvent, c'est un réfrigérant à boule. C'est-à-dire qu'on le voit peu sur la photo, mais en fait, à l'intérieur, ça forme comme ça hop, des boules qui sont reliées entre elles par un tuyau central. Et on remarque ici en haut et en bas deux petits tuyaux flexibles. En fait, ces tuyaux flexibles sont reliés l'un au robinet et l'autre au fond du lavabo. Et en fait, le robinet ici envoie de l'eau froide donc qui remonte ici le long de la colonne, parce qu'en fait cette colonne elle a une double paroi, et entre les doubles parois, l'eau circule pour ressortir par ce tuyau là. Et ce qui fait qu'en fait en permanence ce tuyau il est froid vu qu'on apporte de l'eau froide, et ce qui fait que ça crée une atmosphère froide. Quel intérêt? Alors avant d'attaquer l'intérêt, j'ai dit que l'eau entrait par le bas et ressortait par le haut. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si vous branchez le tuyau du haut au robinet et celui-là au fond de l'évier, en fait, ce que va faire l'eau, c'est qu'elle va arriver ici, elle va tomber direct en bas et couler et s'en aller. Et du coup, le réfrigérant à boule sera jamais vraiment bien rempli d'eau et il va mal réfrigérer. Alors que si vous le faites arriver par là, il est obligé de se remplir en entier, de se remplir, de se remplir, de se remplir jusqu'à ce que l'eau déborde ici par le tuyau et s'en aille. Et comme ça, en faisant rentrer l'eau par le bas et en la faisant monter, on est sûr qu'on remplit bien le, le réfrigérant à boule et il est beaucoup plus efficace. Donc très attention à ça, à faire entrer l'eau par le bas. L'avantage, c'est qu'en fait, on va pouvoir chauffer. Ok, ici. Et le chauffage, c'est un facteur cinétique. En chauffant, on accélère la réaction. Sauf que si on chauffait juste le chauffe-ballon sans le réfrigérant au-dessus, ben, vous avez tous déjà fait chauffer des pâtes, enfin j'espère. Et qu'est-ce qui se passe dès qu'on chauffe? Ben, le liquide, il s'évapore. Ok, l'eau des pâtes, elle s'évapore. Et du coup, en fait, si on faisait chauffer le mélange réactionnel ici sans le chauffage à reflux au-dessus, ben, qu'est-ce qui se passerait? Ça se mettrait à bouillir, ça s'évaporerait et on perdrait les réactifs par évaporation. Or, le but c'est de les faire réagir, pas de les perdre. Donc ce serait totalement inefficace de chauffer comme ça, puis d'en perdre la moitié par évaporation. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on branche ce réfrigérant au-dessus. Et le réfrigérant, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va bouillir ici. Donc forcément, ça va s'évaporer. Les vapeurs vont monter, parce que les vapeurs étant chaudes n'ont d'autre choix que de monter. Et en fait, qu'elles vont arriver ici dans le réfrigérant, elles vont arriver dans une atmosphère froide. Et vu que c'est froid, eh bien, la vapeur au contact du froid, elle va repasser à l'état liquide, on dit qu'elle recondense, et du coup, en état liquide, ça va former des gouttes, et les gouttes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles recoulent au fond, et elles retombent dans le milieu réactionnel. Et ainsi, en fait, ça bout, ça recondense, ça retombe, ça bout, ça recondense, ça retombe, etc. etc. Et comme ça, tout ce qui aurait été perdu par évaporation recondense, retombe, et ce qui fait qu'à la fin, on n'a rien perdu. Alors, pourquoi mettre un chauffage à reflux comme ça qui serait entre guillemets un peu compliqué alors qu'on aurait pu simplement mettre un bouchon et comme ça rien s'en va? C'est tout simplement parce qu'en fait, en fabriquant de plus en plus de vapeur, on va augmenter la pression et au bout d'un moment, tout simplement, le bouchon il saute. Et là, ça y est, on a tout perdu. Non seulement le bouchon il saute, ça peut créer des soucis, et puis d'emblée, toutes les vapeurs s'en vont, et c'est bon, on a perdu les vapeurs, exactement ce qu'on aurait voulu éviter. Donc surtout pas de bouchon.
Alors, je vous ai mis le montage, le schéma du montage, ça c'est à connaître. Ok, il faut connaître ce schéma avec les légendes. Donc, ce truc ici qu'on voit là, en fait, quand on tourne la molette, ça peut monter, descendre. Là, on le voit, il est dessiné un petit peu plus élevé. C'est tout simplement un support élévateur. Le support élévateur est indispensable. Il faut à tout prix que vous le mettiez sur votre schéma parce que c'est un élément de sécurité. Pourquoi? Si jamais vous ne mettez pas de support élévateur et que vous posez directement le chauffe-ballon sur la table et que votre mélange réactionnel, pour une raison X ou Y, qui s'emballe et ça commence à bouillir, voire ça risque d'exploser parce que la réaction s'emballe ou quoi, et qu'on a peur que ça gicle par le haut ou je ne sais trop quoi. Si c'est posé sur la table, en fait, le chauffe-ballon, vous ne pouvez pas le bouger latéralement parce qu'il est bloqué ici dans tous les sens par le ballon. Donc le seul moyen, ce serait soit de lever tout ça, mais vous voyez qu'ici c'est accroché par des pinces, donc le temps de défaire les pinces, machin, pour lever ça, on n'aurait pas le temps si on est dans une situation d'urgence. Donc l'idée c'est d'avoir ce support élévateur, comme ça on peut soit tourner la molette pour qu'il descende, soit carrément le tirer. Et du coup, par gravité, le chauffe-ballon il tombe et on le dégage aussi. Et du coup, ça nous permet d'enlever le chauffage rapidement. Donc très important, le support élévateur, c'est le gros outil de sécurité du montage. Ensuite, bon, le chauffe-ballon, le ballon, ça on en a parlé. Seul petit défaut de ce dessin, on ne dessine pas des vagues à l'intérieur du ballon. Vous mettez toujours un trait rectiligne et horizontal. Les pinces, important de les représenter et de les légender. Ici, ça n'a pas été légendé, mais il faut les mettre. Entrée d'eau froide toujours par le bas, comme je vous l'ai dit. Le réfrigérant à boule, où là on voit les doubles parois avec l'eau au milieu et les boules. La sortie d'eau et la potence. On remarque que, comme toujours sur un schéma, on a dessiné la table. Ok, ça c'est important. Et dernière chose que je voulais vous dire, non, les boules, ça je l'ai dit, c'est bon. On note que là il y a de la couleur, mais en général on fait juste au crayon à papier, n'est-ce pas?